Tiers-livre, c'est les carnets privés. Les trucs qui concernent que le dedans, qu'on fait pour soi tout seul. Autrefois, on faisait ça journal. Ben, moi, c'est ça mon journal. Cette semaine, il y a des choses trop grandes, trop noires, trop boum, qui se bousculent de l'autre côté. Je voulais me concentrer sur le petit. C'est une manière de faire ta grotte. Tu tiens... De toute façon, ce qui demandera tellement de temps que ça se jouera sur la durée. Et toi, ici, juste tu prends le petit. Alors, il y a toute une veine dans la littérature sur les petits riens, sur le peu. Il y a des choses magnifiques sur le peu. Antoine Aimaz, même ce mot peu, P-E-U. Faudrait que j'aille chercher mon littré, mais trop tard, il est resté de l'autre côté. Mais j'ai amené littré ici parce que souvent, on fera un travail comme ça sur les mots. Mais c'est une rubrique un peu... Moi aussi, je les aime, ces livres qui sont sur les petits riens, le petit. Par exemple, qu'est-ce que j'aime ce grand bonhomme qui s'appelle Jean-Loup Traçard. L'espace antérieur, c'est quoi? C'est quand tu étais gamin, que tu retournes l'assiette pour mettre le dessert, la crème anglaise, juste sur le fond de l'assiette, à l'envers, ou trois petites billes, des petites agates dans la poche d'un short. Et celui-ci, des cours d'eau peu considérables. T'es à la campagne, t'as ce petit machin qui coule, qui vient nourrir un étang, tu le retrouves, il y a 3 planches en travers pour que ça le régule, et tu suis ces tout petits trucs-là à échelle de 4 champs, 3 arbres. Il y a des livres aussi qui sont spécialement pour étudier le rien. Et ça aussi, j'aime bien. Par exemple, François Laplantine. J'ai toujours du mal à me souvenir de son nom. J'espère qu'il ne s'en formalisera pas. Essai, Mille et une nuits. Ça remonte un peu. Mille et une nuits, c'était une collection de poches chez Fayard. 2003, plus de 18 ans. De tout petits liens. Et il le fait bien. Il y a des pages qui sont merveilleuses. Je pourrais même ouvrir au hasard. L'une des formes les plus élémentaires du lien, qui n'est pas celle qui nous intéresse particulièrement, doit être rappelée. Elle consiste à lier des branches en fagots, des tiges de blé en gerbe ou encore des fleurs pour en faire un bouquet. Quant aux matériaux utilisés pour lier, nouer ou lasser, ils sont innombrables. Il existe des liens d'osier, de jonc, de paille, de fibres, de raffia. On peut utiliser de la corde, de la cordelette, des bouts de ficelle, du ruban, du bolduc, mais aussi des fils de fer, des câbles, des courroies. Quand vous avez ça sur 360 pages, il y avait un autre petit bout sur l'éducation sentimentale de Flaubert. Ce qui est pâteux, vaseux, vaporeux peut donc dans l'écriture devenir délicieux, se transformer en quelque chose que Flaubert compare à plusieurs reprises dans sa correspondance à de la crème fouettée. Le travail de l'écriture est une crème fouettée à battre, et confie-t-il à Louise Collet, pour laquelle il éprouve des sentiments qu'il qualifie également de crémeux. Je ne t'ai jamais tant aimé, j'avais dans l'âme des océans de crème. La sensation qui néanmoins prédomine dans la liquidité textuelle de l'éducation sentimentale n'est pas celle de la crème ni de la boue, comme dans Madame Bovary, qui est un roman de terroir. C'est celle de la transpiration. Notons que la sueur et le suintement sont des sensations qu'affectionne l'écriture de Flaubert, non parce qu'elles seraient laides ou belles, mais parce qu'elles sont vraies. J'aime les œuvres qui sentent la sueur, écrit le romancier. Oui. Alors, dans ces périodes anxiogènes, où ces grands basculements, bouleversements qui se font, on pourrait avoir tendance ou envie de se concentrer sur ces mini-trucs. Il y en a qui font ça en artiste. Ça devient même une présence d'artiste qu'on peut refonder dans l'histoire de la peinture. Photographier tous les matins, j'ai une amie qui le fait, la fenêtre, le rideau, la lumière, les voilages, et puis le lit défait, un couvre-lit plié, comme parfois un livre, etc. Et évidemment, ça nous rejoint, nous, dans une intimité comme ça, particulière. Il y a 2 ans, c'est Alexandre Geffen qui m'avait invité à un séminaire qu'il avait appelé « Le pouvoir des liens faibles ». Or, Alexandre Geffen, moi, je l'aime beaucoup, donc tu te dis, ok, mais après, tu te dis, mais il faut quand même comprendre ce qu'il veut. Et à mesure que la date approchait, j'ai dit, mais pouvoir des liens faibles, en quoi un lien faible? Alors, je ruminais, parce que
ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est ce qu'il avait dans la tête sur cette question-là. Alors on avait échangé, alors j'ai compris que pour lui, alors là ça me... Et ces mecs-là, ils te disent, mais viens, de toute façon, même si t'es pas d'accord, t'as qu'à le dire. Bah ouais, mais ça, c'est pas vraiment une solution non plus. J'ai compris que plus ou moins, par exemple, ce qu'il appelait lien faible, alors il y aurait eu le lien fort, le livre, et puis il y aurait eu le faible qui serait ce qu'on fait là, sur réseau, la parole, le partage, la publication, mais pour la petite communauté, la niche. Ben justement, pour moi, c'est pas le lien faible, c'est l'instance même qui était autrefois celle du livre. Alors, plus j'avançais, plus je me disais non, moi, je ne vais pas aller justifier que l'activité web est pour moi quelque chose qui ressort du lien faible. Alors bon, le matin, j'ai envoyé un message, c'est pas bien de faire ça, de dire qu'au dernier moment tu dis ah non, je viens pas. Mais en même temps, dans ces cas-là, c'est que tu sens une espèce d'angoisse latente. Tu te dis je peux pas y aller parce que ça me fait peur. Et du coup, tout te fait peur. Le train, le trajet, les voix, les regards, à dire ce moment où tu seras là et qu'il faudra que tu parles. Et puis, qu'est-ce que tu as à dire? Première rubrique. On passe à la suivante. Alors après, je cherche ce qui pourrait être pour moi ce travail-là du petit, dans la mesure où tu restes dans la grotte et que tu as besoin d'étayer ces murs un peu, toujours en risque, pas d'écroulement, c'est solide, mais de resserrement, d'étouffement. Alors, des petites choses qui arrivent peuvent prendre du sens. Par exemple, ceux qui me connaissent le savent, je ne me sers pas du téléphone, ou vraiment, par exception, ou les trucs allô, t'es où, je t'attends devant le troisième poteau. Bon, des choses extrêmement utilitaires. De toute façon, c'est fait pour ça, ces machins-là. Mais jamais, et encore moins quand le numéro qui s'affiche, maintenant c'est comme ça, vous voyez le nom de la personne qui s'affiche sur le truc, allô Jean-Claude, ça va? Et c'est bon, mais il y a tous ces trucs, moi le téléphone, il est souvent même par le truc, les trucs tiers livre éditeur, tout ça, et on arrive à, ça circule, donc t'es pollué par ces machins, alors tu décroches, alors si c'est marqué Tunisie, Maroc et tout ça, ça tu décroches pas, mais tu vois marqué Cherbourg, ou Tournai, ou même Tours, et tu décroches et bloc, t'as rien, alors c'est une espèce d'escroquerie qui est connue, bon, donc je décroche jamais si j'ai pas le nom qui s'affiche. Et là, quelqu'un qui laisse un message vocal. Vous vous rendez compte? Un message répondeur. Comme autrefois on avait le répondeur. Mon dernier répondeur, je crois que j'en avais encore un à Montpellier 1994. Ça fait 25 ans que j'ai plus de répondeur vocal. Et une voix avec un charmant accent anglais qui disait qu'il aimait beaucoup mes vidéos et mon travail et qu'il aurait bien aimé parler avec moi. Oh, dans ce cas-là, non, il y a des cartes de visite, il y a des protocoles. Tu dis, ouais, j'ai eu votre numéro par un tel, ou bien j'aurais pu vous contacter par mail, mais dans cette circonstance, et non, ça semblait un monsieur âgé d'Angleterre. Alors après, j'ai regardé des trucs. J'ai trouvé dans une vidéo un nommé Hugh Grant. Hugh Grant m'avait mis un like sur une vidéo, etc. Et après, j'ai cherché. Ben non, dans ce cas-là, tu te vois rappeler, bonjour monsieur, vous m'avez laissé un message, mais je n'utilise pas le téléphone. C'est même souvent, même des trucs professionnels, des messages là qui passent par mail, ou alors des machins de presse ou des trucs. Ah, on aimerait parler avec vous de... Bah non, qu'est-ce que tu veux, c'est fini. Bon, point suivant. Et il y a aussi ces trucs tout petits qui peuvent te mettre dans des grosses colères. C'est presque rien. Là, ces dernières semaines, bon, j'entre pas dans, pareil, les détails de la vie privée, mais ça fait partie de mes fonctions, parfois, d'aller promener une poussette sur le bord du fleuve. D'ailleurs, c'est très bien parce que sinon, je vais jamais sur le bord du fleuve, alors qu'on n'habite pas loin du fleuve. Et c'est parfait pour les tout petits parce que ils s'endorment. Bon, puis il y a les arbres et tout ça. Maintenant, la circulation est un peu revenue. Et c'est pas moi, c'est ma compagne. Une brave dame qui promène des chiens. Et le bébé, dans la poussette, il dormait.
Et la dame, elle voit ça, elle, ses chiens, et il fallait qu'elle retire les trucs. Et ce qu'elle lui dit, c'est vous, le vôtre, au moins, il est tranquille. Oh. Des fois, tu es tellement interloqué par ces espèces de données sémantiques, sémiotiques, sémiomantiques, que tu sais même pas quoi répondre. Mais tu te la prends, tu la fous au fleuve, tu te l'attrapes par un pied là, et puis tu lui dis c'est clébard, ben, bouffez-la, tiens, vous en voudrez pas. Mais le vôtre, hein. Ah mon petit bébé le chien, ah mon petit enfant le chat, bah. Point suivant. Je voudrais arriver à faire des carnets qui tracent toutes les semaines, bam, balam, 69, 70, 71, je sais plus à combien j'avais monté, parce que j'avais l'impression quand j'avais commencé cette espèce de décompte que je faisais ça sur le blog, mais depuis longtemps, et donc je m'étais dit tiens je vais commencer, alors je sais plus, je crois que ça devait être vers les 750 ou je sais plus, et puis depuis je les compte, alors là je sais que c'était, aujourd'hui ça commençait à 1169, 1170, 1171, 1172, traçons. D'ailleurs, est-ce que le fait de dire traçons et numérotation compte pour un... Bah ouais, point suivant, allons-y. Alors, ce qui m'a déclenché ce truc sur le petit, c'est que, bon, moi, il y a quand même maintenant 10 ans que je fais ces vidéos, et depuis 5 ans, l'été 2015, c'est devenu un truc un peu principal. Alors évidemment, les questions d'enclosure dans le web, c'est du flux. Dans les flux, il y a des incréments qui sont plus ou moins fixes et qui ont des frontières. C'est ces frontières, par exemple, le web se transmet par petits paquets, la circulation des paquets fait des nœuds, se rassemble. Bon, formidable invention, même si quand tu vois à quoi ça sert, des fois tu as les yeux comme ça. Par exemple, c'était le cas du livre numérique. Le livre numérique, c'est page HTML avec des liens hypertextes, avec des ensembles reliés de métadonnées. Le fichier des métadonnées, c'est important. Le fichier de couverture, les images et les trucs d'autres médias. Et ce truc HTML, on en fait une espèce de bulle. C'est-à-dire qu'il y a un fichier qui dit le livre numérique est constitué de ce fichier de métadonnées, ce fichier de contenu textuel, ce fichier de style, etc., etc. Bon, c'est pas compliqué. On a appris ça. On a appris ça en 2008, ça fait 12 ans. Et ces petites enclosures font que le livre numérique peut se détacher du site, être pris sur une liseuse, sur un iPad, sur tout ce que vous voulez. Une enclosure à l'intérieur d'un outil de flux et qui permet de le séparer éventuellement du grand flux pour le consulter de façon statique. Alors une vidéo, évidemment, c'est aussi la même chose. C'est un temps, c'est une parole, c'est les éléments que tu inclus. Mais alors maintenant, est-ce que tu appelles ça film? Est-ce que tu appelles ça vidéo? Alors ils ont inventé autre chose. Une capsule, une pastille. Pastilles, c'est les pastilles, les petits bonbons des Vosges au parfum de sapin, ou les pastilles Vichy. On avait ça autrefois, il y avait beaucoup de ces petites boîtes en fer. En fait, les pastilles, c'est une manière de voyager. Tu recevais un goût de loin. On se dit, on est dans le petit aujourd'hui. Mais pastilles vidéo, c'est quoi? Ah ouais, ça veut dire que dans ton billet de blog, sur ta page Facebook, etc., tu vas inclure le lien YouTube. Tu auras modélisé en petit une miniature, comme les Dinky Toys, comme les No Rêves, comme les Barbie et tout ça, je sais pas, restons dans les petites voitures Dinky Toys et No Rêves. Quoi? Une petite parole vidéo dans sa capsule. C'est une enclosure, comme une autre. Mais il faut bien trouver un nom. Alors, le nom, ça veut dire quoi? Ouais, hein, c'est bien les YouTube, mais quand même, c'est du miniature, c'est du petit, c'est du gentil. C'est une capsule, c'est une pastille. Ah ouais, mais hier, capsule spatiale qui s'en va rejoindre machin, là, ça change. Point suivant. Mais quand même, ça me fait un peu marrer, là. Capsule, leur pastille. Tu fais quoi? Tu fais du film. Le film, il s'est inventé sur des tels supports, il a évolué sur les Super 8, les 16, les Super 16. Il est passé à la question simplement
d'enregistrement numérique. L'enregistrement numérique, lui aussi, il ne cesse pas d'évoluer. Là, tenez, je fais du 17/9 au lieu de faire du 16/9. Juste pourquoi? Juste pour changer mes habitudes. Là, j'enregistre en 10 bits. Vous vous rendez compte? Non, c'est aucune importance, parce qu'avec la compression YouTube, de toute façon, on s'en fiche, on voit rien. Mais ça m'apprend. Toi, tu te comportes différemment quand tu enregistres. Si là, tu es en train de te battre avec on appelle ça le Vlog, les informations dynamiques, et pour avoir encore plus d'informations dynamiques, tu le comprimes, tu les allèges, et ensuite tu les retraites. Point suivant. Capsule, pastille. Non, alors il y a la même chose dans cette énormité de flux et de profusion. Ah, il y a tellement de livres, ah, il y a tellement à regarder, ah, il y a tellement à lire, ah, il y a tellement à écouter. Ben, dans ce flux, tu as quoi? Tu as des pépites. La logique de la pépite est venue s'associer à ou complémenter la logique de la pastille et de la capsule. Alors c'est étrange, parce que pépite, bon, je n'ai jamais entendu ça depuis des années, puis tout d'un coup, tu t'aperçois que le mot vient là. Il vient là. T'es cerné de pépites. Tu deviens quoi? Un faiseur de pépites. Oh bah non, parce qu'on va pas écouter tout ce que tu fais. De toute façon, tu le fais pas pour que quelqu'un le fasse ou le prenne en exhaustivité. Tu le fais pour être ta mémoire testamentaire. Eh bien, dans l'ensemble de ce que je fais, peut-être qu'il y a des pépites. C'est compliqué tout ça? Non, c'est pas si compliqué. C'est important tout ça? Non, c'est pas si important. Ça fait rien. Point suivant. Alors, dans la même idée que les capsules et les pastilles, il y a le culture chez vous. C'est-à-dire que là, il y a eu ce lockdown, confinement, c'est-à-dire que plus de spectacles, plus de machins. C'est terrible pour tout le monde et ça vaut pour les auteurs. Par exemple, c'est pas simplement que les revenus là, des 2 derniers mois. Je parle pas pour moi, parce que moi c'est lycée, activité web qui a pris le relais depuis longtemps, progressivement. Ouf, merci, c'est le web qui me sauve la mise. Mais pour tous mes collègues qui n'ont pas mis les pieds là-dedans, une URL, un micro-entrepreneur, un SIRET, etc. C'est des répercussions lourdes sur est-ce qu'il faut un statut d'auteur ou est-ce que finalement le statut d'artisan suffit largement. Banalisons, ça suffit. Artisan de quoi? Ben justement, le travail, l'œuvre, c'est la même chose. On travaille quoi? Le langage. Mais le travail, ça se passe par quoi? Le travail du langage. Bah ouais, t'as de l'image, t'as de la voix, t'as du produit manufacturé qui s'appelle livre, ou livre audio, ou livre numérique, ou venir in situ lire. Donc pour moi, statut d'auteur, je crois que dans la tête, et si on acceptait tout simplement ce même statut d'artisan que là, dans la rue, t'en as au moins 4 qui sont un peu comme ça, bah, tout irait largement aussi bien et on s'en démerderait. Alors je reviens sur mes rails. Ce qui est bizarre, c'est que par exemple, les trucs qui normalement, au mois de mai, t'as déjà pris tes dates pour le mois d'octobre suivant. Par exemple, quelque chose, moi, qui compte, c'est le stage que je fais avec des étudiants étrangers qui viennent pour des thèses ou, je sais plus comment ça s'appelle, Erasmus à Normal Sup Lyon. C'est-à-dire que pendant 2 fois 2 jours, tu as le monde entier dans une petite salle. Et ces jeunes-là, ils ont un niveau intellectuel complètement dingue. Et en même temps, ils s'accaparent la langue avec les 2 mains. Ils écrivent avec leur petit truc, leur petit dictionnaire. Et moi, qu'est-ce que ça dérange, ce machin-là? Bah, puis financièrement, bah, ça compte. Mais là, alors... est-ce que tout simplement l'an prochain, il y aura moins d'Erasmus ou moins de bourses étrangères parce que tu ne peux pas prendre ce genre de décision? Ou tout simplement parce que l'enseignement se reconfigure lui-même pour avoir plus de trucs à distance? Bon, bah, tout d'un coup, ce genre de choses qui auraient dû venir à l'automne prochain se sont évanouies en l'air. Il y a ces appuis, alors évidemment tout le monde quémande, tire les ficelles, les cloches. On veut des sous, on veut des sous, on veut des sous. Et plus t'es gros, plus t'es industriel, plus tu tires des gros scores. Faut que ça tombe chez moi. Faut que ça tombe chez moi. Nous les auteurs là-dedans, vous voyez, c'est ça la logique, c'est une logique de circularité. Eh bien, eux, ils rentrent dans des budgets qui s'appellent culture chez vous. Et donc,
on leur donne des subventions qui sont dire tu continues ton truc, c'est à vide, mais t'en fais un peu sur le web. Or, ces gens-là, précisément, ils savent pas ce que c'est le web. Donc, ils font des pastilles, donc ils font des trucs. Ou alors, encore mieux, ils te font l'honneur de venir te pomper tes vidéos en disant « Ah, culture chez vous », parce qu'il y a un hashtag culture chez vous, financé par le ministère de la Culture, mais simplement... Mais regardez ce qu'ils font, quoi. C'est des lives Facebook tout pixelisés avec... Et puis, même ça marche pas, ils sont là à vous dire « Alors, ça marche, vous m'entendez ?» Ben non, le web, ça se travaille comme le reste. Ça s'élabore comme le reste. Un livre, t'inventes pas de faire une mise en page de livre en 3 jours. Ça prend lentement. Donc, pourquoi pas? Mais est-ce que nous, on appelle ça culture chez vous? Non. Parce que là, c'est chez moi. Et moi, là, je vois Rimbaud, je vois Malcolm Lowry, je vois Rimbaud, je m'implante des verrues sur le visage. Et viendront d'autres horribles travailleurs. Ce qu'on partage, c'est pas la verticalité, c'est pas la culture chez vous, mais foutez ça en l'air. Chaque fois que vous verrez ça, hashtag culture chez vous, dites-vous, c'est votre fric qui paye ces conneries pour des artefacts, de l'eau tiède. Non. Nous, si on partage, c'est que c'est nos tripes, c'est que ça me concerne moi, cet espace de tripes. Ça concerne moi de fabriquer de la même façon que je fabrique un livre ou que j'écris donc à la voix, ici, dans ce partage. Alors, 1, on n'est pas dans la culture. 2, c'est pas la question du gros robinet mélangeur de douche qui va venir couler, faire de la culture chez vous. Alors moi je dis culture chez vous, méfiez-vous. Ok? Alors dans ces carnets, je voulais raconter une histoire quand même un peu sérieuse. Là, on est tous dans l'émotion, le choc, et puis il y a ces manifs qui repartent aux États-Unis. C'est brutal, et en même temps, c'est question de l'image aussi. C'est-à-dire, tu vois la mort d'un gars, tu vois un gars qui est par terre, tu vois un flic qui a mis son genou là sur... c'est donc une posture très savante où tu sais que l'autre est paralysé. Bon, au bout d'un moment, évidemment, le gars, évidemment, il y a cette parole qui est devenue légende. Je ne peux plus respirer. I can't breathe. C'est répété 11 fois et puis ça s'arrête. Donc, c'est pas la question du fait divers, c'est la question du fait divers. L'ordre policier, et c'est pas l'ordre policier de l'autre, c'est la nature même de l'ordre policier qui est en cause. Et puis, le fait que quelqu'un est là avec son téléphone, comme chacun de nous pourrait le faire, ou comme là, je le fais avec mon appareil, et que, au lieu de dire d'aller et de mettre ton poing dans la gueule du mec, quitte à toi-même, est-ce que tu oses ou est-ce que tu n'oses pas? Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas? En France, il y a toujours eu tous ces trucs-là dans ces 2 dernières années. C'est prendre les LBD dans l'œil, etc., etc. C'est pas parce que j'en parle pas beaucoup que je suis pas concerné à plein là-dedans. Moi, je dis, ma forme de résistance, c'est de rester dans mon petit point fixe, mon clou, et mon clou, ce serait ça de littérature. Mais évidemment, toutes les résonances sont là, toutes les anxiétés, les colères, les rages, les peurs, tout est là tout le temps. Donc la question, c'est, je filme, je suis spectateur, ou est-ce qu'à un moment, je lâche mon truc et j'y vais? Non. Tu restes là et tu filmes la fin. D'ailleurs, même les flics eux-mêmes sont maintenant équipés de ces petites webcams, enfin des genres GoPro simplifiés, comme il y en a sur les pare-brises de bagnole. Le monde se documente en tant que tel. Donc, c'est même pas la question de la passivité que tu as fait. Bon, tout ça, parce qu'il me fait tilt, c'est billet de $20. Moi, c'était à San Francisco, il y a 3 ans maintenant. Donc, il ne faudrait pas le dire non plus, mais il y a toujours des trucs. Je crois que j'ai fait un stage de théâtre en Suisse. Alors, on te donne un per diem. Alors, le per diem, bon, c'est plus simple. Du coup, tu as temps pour les repas, mais évidemment, toi, tu n'utilises pas trop ces machins-là. Donc, tu as finalement, je crois, j'avais 300, 400 balles en billets de francs suisses. Donc, tu arrives aux US, évidemment, tu te sers de ta carte de crédit et tous ces machins-là. Mais je rentre à Bank of America, San Francisco, downtown, donc tout ce qu'il y a de plus establishment.
Et puis là, un guichet change, une dame bien gentille, je donne les 400 francs suisses, ça fait 100, ça fait tant, la ristourne, puis tu pars. Enfin ouais, je crois comme ça, il y avait 300-400 $. Mais enfin bon, ça fait que tu avais un peu de cash, parce que là-bas, tout marche avec le cash et tout ça. Et puis donc, tu te débrouilles, tu payes machin truc, et puis à un moment donné, hop, ah, ça bloque. Monsieur, ceci est un faux billet de 20 $. Ça veut dire que la Bank of America, San Francisco, downtown, m'avait changé mon argent et que dans ces billets que la dame, pourtant, qui en passe tous les jours, vous savez, comme il compte, 20, 40, il devait y avoir 20 billets pour faire 400 $, 20 billets de 20. Merde, un qui était faux. Alors, est-ce qu'elle l'a fait exprès ou pas? Tu peux pas supposer, tu vas pas supposer. Mais toi, tu te retrouves avec un faux billet de 20 $. Et t'es étranger. Donc tu te dis, qu'est-ce que j'en fais de billet de 20 $? Bon, finalement, c'est pas si grave, je l'avais mis un peu de côté. Mais je l'avais gardé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu retournes à la Bank of America, tu dis à la dame, vous m'avez donné un billet de 20, mais t'as aucune preuve, etc., etc. Donc tu te retrouves dans la peau de quelqu'un qui fait de la fausse monnaie, qui est dépositaire de fausse monnaie et qui cherche à écouler sa fausse monnaie. Et c'était à Oakland. Alors, Oakland par rapport à San Francisco, vous changez totalement d'univers. D'une part, il y a ce port, ces énormes porte-containers. À l'époque même, je ne savais pas trop que les porte-containers, ce qu'ils emmenaient aux 2 tiers, dans le voyage retour, c'était toutes les saloperies de poubelles et de trucs pour aller être traités là-bas en Chine ou en Inde. Maintenant, apparemment, ça change un petit peu. Mais ces énormes échangeurs, sous les échangeurs, ces camps sans-abri, et puis en même temps, ces lieux historiques, il y a la petite cabane de Jack London, il y a ces trains qui roulent en pleine rue, et puis il y a cette espèce de fraternité, c'est autre chose, quoi. Et là, il y a un dîner. Tous ceux qui sont allés aux US, ils savent comme c'est chouette, les diners, cette espèce de resto tout simple, hamburger ou tout ce que tu veux, c'est pas la question de la bouffe, mais c'est cette question du mélange, quoi. C'est des tables, puis évidemment des tables. Mais t'as les gars du chantier d'à côté, t'as les employés justement du bus ou de la gare ou de ce que tu veux, et c'est tout simple. Bon, et c'était bon, était bien accueilli, et tout d'un coup tu te dis, mais finalement c'est le fait d'être 40 minutes dans cet endroit-là, à quoi ça t'ouvre de notre relation humaine, notre manière d'être. T'es plus d'un pays, t'es plus d'une nationalité. Il y a cette espèce d'ouverture à être citoyen du monde, comme nous on disait autrefois, quand on pouvait rêver à ça encore. Puis ensuite, je voulais prendre un café, et puis il y avait pas un McDo, mais comment ça s'appelle, ces machins-là. Enfin bon, on passe en face, on demande un gobelet de café pour continuer la balade, bouteille d'eau. Et puis là, je me dis, oh, ce machin-là, Starbucks, ça craint rien, Starbucks. Là, t'as pas de pitié. Donc, je mets mon billet de 20 balles. Et là, je cherche mon billet de 20 balles. Le faux, volontairement. Je voulais recaser à Starbucks le faux billet de 20 balles que j'avais mis de côté par rapport à mon pauvre cash qui fondait. Et merde, j'avais payé le dîner. Là, dans 2 repas, on devait en avoir pour 60 balles. J'avais mis 3 billets, évidemment, plus le service, etc. T'arrondis, c'est normal. Puis avec leur système là, de mettre le service en plus. Ça, nous, les Français, on est toujours un peu perdus dans ce machin-là. Donc tu rajoutes 18%, un cinquième, etc. Merde, j'avais laissé dans le dîner mon faux billet de 20 balles. Ces gens qui nous avaient si bien accueillis, voilà que quand ils sont venus après le départ des touristes piquer le truc, merde, ils nous ont refilé de la fausse monnaie. Et au Starbucks, j'ai payé avec un vrai. Le pauvre gars à Minneapolis, c'est pour un faux billet de 20 balles que lui, il a été condamné à mort. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. J'aurais pu être mouru d'avoir fait du trafic de faux billets de 20 $ à San Francisco. Point suivant. J'avais marqué vivre petit dans ce thème. Je pense que quelque chose. Ça fait 2 semaines qu'on peut repartir, aller en ville si on veut,
acheter, les magasins sont réouverts, les bistrots réouvrir, puis finalement, je reste. Et ce que j'apprécie, c'est que justement, n'aller faire les courses qu'une fois par semaine, finalement, tu l'as intégré, tu prends plus ta voiture pour tout et n'importe quoi. J'aurais pu le faire plus tôt, ouais, probablement. Mais cette espèce de gros grondement partout, t'étais toi-même dans ce grondement. Ça fait 25 ans que j'habite dans cette ville. J'ai jamais passé 3 semaines sans aller à la gare. C'est pas vrai. La gare, j'y suis plutôt 2 fois par semaine. Et là, ça fait plus de 3 mois sans aller à la gare. Est-ce que ça me manque? Bah non. Est-ce que tu te réorganises autrement? Oui, tu réapprends le vivre petit. Alors, est-ce que c'est le vivre petit? Alors, qu'est-ce que ça comporte? Des choses qui arrivent dans ta boîte aux lettres plutôt que tu ailles les chercher, ou comment même j'en ai profité pour retravailler ce micro là par exemple, je l'avais pas il y a 3 mois, donc je l'ai commandé chez Thomann, il m'est arrivé par livreur, etc. Donc c'est des questions de choix de société, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans dans ce petit dans cette enclosure mienne, qui est mon enclosure de travail, la relation de vibration à distance peut s'exercer quand même. Alors je vais simplement laisser en suspens, mais je crois que apprendre à vivre petit, en ce moment, m'agrandit. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour vous dans cette question de l'obligation collective. Bah, il faut bien que tu ailles travailler, tu vois. T'en connais suffisamment, même des tout proches. Moi, est-ce que je vais travailler? Je suis déjà dans l'intérieur du travail par le fait même que je vive ici dans mon enclosure. Mais en acceptant ce ralentissement, en acceptant ce petit, qu'est-ce que je change à l'autre équilibre de la distance des choses intérieures qu'on peut faire? Parce que je crois toujours que mes carnets seront tout courts si je mets toute une série de séquences, puis ils sont jamais si courts que ça. Alors, quand j'ai des idées dans la semaine, tu dis, ah, t'as cette idée, toc. C'est ce logiciel qui s'appelle Ulysses. Tu mets la petite idée, et si l'idée est écrite, tu te remets dans la boîte. Ce que tu as du mal, c'est sinon à retrouver l'idée. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, j'étais en train de prendre le café là-bas, là, dans la cuisine, et j'avais pensé à... Ah, attention. Si tu rouvres ton truc, Ulysse, et que tu trouves le machin, vidéo effacée, et tu dis, ouais, une fois que c'est marqué, ce qui se passait dans ta tête, bravement, d'intuition et tout ça, là, dans la cuisine à côté, tu arrives à le reconstituer. Ça se remet en route. En gros, c'est ça aussi pour moi, les carnets. Alors, dans ces 3 mois, évidemment, j'ai beaucoup vécu avec ces trucs de vidéos, de partage. Même, c'est l'avantage aussi de faire des petites rubriques. Il y a ce que j'avais appelé les exercices. Justement, tu suspends les carnets, mais tu gardes ce truc des exercices, ou les petits trucs que j'ai fait sur Littray, ou tout simplement, qu'est-ce que tu filmes parce que tu as l'appareil et que tu t'en sers dans cette espèce de tout petit microcosme. Il y a eu des vidéos fabuleuses de youtubeurs que je suis, comment tu inventes, comment tu travailles quand tout d'un coup, agenda vide, voyage vide, et que, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour inventer du travail d'image? Justement, le parallèle, c'est-à-dire que tu vas aller regarder dans l'histoire du cinéma, ou dans l'histoire plus récente des outils vidéo, qu'est-ce qui a pu devenir fiction, c'est-à-dire être pleinement accomplissement du film ou du cinéma, alors même que ce rapport à l'enclosure devient la règle. Et idem aussi pour ces moments où tu dis, j'appuie sur le bouton et je commence à parler. Idem aussi parce que tu prends la voiture et puis c'est un truc, parce que tu avais tel truc à faire sur la rocade, et que tu mets, bon, moi c'est assez réflexe en ce moment, tu le cales sur le tableau de bord, tu appuies, record, puis tu reviens, tu as 13 minutes d'image
toute bazareuse, avec des reflets de soleil, avec des machins, avec une moto qui te traverse. Mais ce matériau, quoi. Mais ce matériau, je peux pas le stocker, il y en a trop. Donc, quelquefois, tu fais des montages. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que c'est la tête qui est divisée, parce que tu as un montage prêt. Par exemple, là, un atelier avec des lycéens, et puis ça fait plusieurs jours que tout est prêt pour que je me lance. Et puis finalement, tu préfères ça. Et réciproquement, te dire, tu as fait ça, tu as fait ce film, tu as fait ce travail de montage, tu as fait cette expérience. Cette expérience, au dernier moment, il y a eu ça qui a dit, non, je ne le mets pas en ligne. Alors de dire, est-ce que j'ouvre une autre chaîne, une chaîne anonyme, une chaîne qui soit uniquement pour ces expériences un peu barjo que tu as envie de faire. Puis finalement, tu le fais pas. Tu gardes la contrainte de la publication sur la chaîne principale. Là, c'était juste là, en prenant le café à côté, se dire, dans ces 3 mois, il y a combien de vidéos que tu as effacées? Et que j'efface parce que je garde même pas les rushs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le disque dur, c'est toujours un espèce de tampon de transit. Non. Et c'est quoi le statut d'une vidéo que tu as effacée? Ce que tu as fait, le geste sans trace. Dans tous nos arts, il y a ça. Alors c'est plus paradoxal par l'écriture, parce que l'écriture, elle est sur carnet. Et si tu perds pas le carnet, le craft, évidemment, la trace s'accumule. Et on a là le journal de Kafka qui est là-dessus, qui est juste au-dessus de ma tête. C'est pas des choses qui sont pour la publication. C'est des choses qui sont uniquement, même pas pour la trace, même pas pour l'empreinte, qui sont l'exercice de l'écriture dans l'instant. Et si tu fais ce truc de l'écriture dans l'instant, tu te remets à l'éphémère, tu te remets au sans trace. Donc quelque part, c'est ce truc aussi là, qui résonne avec ce livre tellement incroyable de cette femme qui maintenant a 85 ans, je crois, qui vit à Jérusalem, mais écrit en français, qui s'appelle Judith Schlang. Ça s'appelle Présence des œuvres perdues. C'est-à-dire que tu arrives à disposer pour toi-même, dans le moment où tu parles, dans le moment où tu enregistres, du fait que tu es lesté derrière toi, en toi, avec toi, de ces choses perdues que tu as faites, puis effacées. Donc elles ne sont pas perdues, effacées. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Prochain carnet. Merci.